Merci d'être avec nous, vice-président de la Conférence des évêques de France, porte-parole des évêques sur la fin de vie et archevêque de Tours. On va parler bien sûr du projet de loi sur l'aide à mourir qui est examiné jusqu'au 14 juin à l'Assemblée nationale. L'Église catholique, Monseigneur, comme l'ensemble des représentants des cultes d'ailleurs, a exprimé ses vives inquiétudes à propos de ce texte qui a été largement modifié par la commission spéciale. Le grand rabbin Chaim Corsia estime qu'il s'agit d'une rupture de société, qu'on rentre dans un monde où tuer est un soin. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris dit « Dieu nous a donné la vie, c'est lui qui décide à quel moment il doit la reprendre ». Qu'est-ce qui vous inquiète au plus haut point, Monseigneur Jordi? C'est un bouleversement de civilisation? Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Alors, tout de suite, pour dire d'emblée, il y a la réaction des cultes, mais moi, je me rends compte que ça déborde largement les cultes. Ça traverse en fait notre pays et un certain nombre de domaines. Je pense par exemple tous les soignants qui sont quand même vent debout pour une bonne partie d'entre eux. Alors parfois ils le disent, parfois ils ne le disent pas. Il y a aussi des juristes qui ont réagi, il y a des philosophes qui réagissent face à ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, d'abord on arrive avec un projet de loi qui nous parle d'aide à mourir. C'est-à-dire qu'en fait, il ne dit pas directement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire euthanasie? Euthanasie et suicide assisté. Pourquoi, selon vous, le refus de ce mot? Parce que les mots font un peu peur. Ce n'est pas un sujet qu'on aime aborder, quand même, la fin de vie. Mais pour répondre à votre question, plus directement, oui, qu'est-ce qui nous fait réagir? C'est effectivement, il y a la question de donner la mort, qui, à la fois, est quelque chose, évidemment, qui appartient à la tradition spirituelle des grandes religions, mais qui est aussi une sagesse profane. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez des philosophes tout au long du XXe siècle, je pense encore à Paul Ricoeur, je pense à Martin Buber, à Lévinas, ont écrit sur cette question du rapport à l'autre, du soin à l'égard de l'autre, de l'importance de l'autre pour exister soi-même, le rapport interpersonnel. Et donc, il y a véritablement, autour de cette question comment dire, quelque chose qui se joue, de fondamental, un basculement, comme vous l'avez dit. Et alors, c'est la chance que nous avons, si vous me permettez, il y a une deuxième chose qui nous paraît vraiment importante. La chance que nous avons, c'est que des pays nous précèdent. Et donc, nous sommes capables de voir et de dire aujourd'hui, si on est un peu sérieux, si on se documente... D'avoir du recul. D'avoir du recul. La Hollande a commencé en 1985. Elle est allée progressivement. Donc on sait aujourd'hui ce qui se passe là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous avions, à l'Institut de France, il y a 15 jours, un colloque au cours duquel nous avons entendu des experts, des philosophes, des spécialistes de soins palliatifs, et nous étions en visioconférence avec des personnes du Canada, avec des personnes en Belgique et en Hollande. En Hollande, nous avions un expert qui est un universitaire qui était à la commission qui était chargée du contrôle de la mise en œuvre de cette loi et qui nous disait, mais il y a des effets sur toute la société. C'est pas simplement le fait de dire tiens, des gens vont demander de mourir par l'euthanasie et il y a un effet autour d'eux, autour de leur famille. Non, c'est l'ensemble de la société qui progressivement est affectée. C'est le rapport entre les soignants et les malades qui est en train de changer progressivement. Et puis c'est même, il nous l'a dit, c'est une formule moi qui m'a beaucoup marqué, lui qui, je précise d'ailleurs, quand la loi a été mise en œuvre, il n'était pas contre la loi. Et aujourd'hui encore, il dit, voilà, je ne sais pas trop quoi dire, mais j'observe ce qui se passe. C'est ce qui nous a paru d'autant plus intéressant, c'est qu'il avait une forme d'objectivité. Il nous a dit, écoutez, il y a une forme de spirale de la dépression dans le pays. Une spirale de la dépression. Il y a une manière de regarder au niveau... Mortifère, voilà. Une spirale mortifère, exactement. Absolument. On va écouter, si vous le permettez, le témoignage d'une jeune femme belge qui a 30 ans. Elle s'appelle Claire, elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Son père était atteint de la même pathologie qu'elle. Il avait demandé l'euthanasie. Elle s'y refuse. Et elle nous explique pourquoi. On va écouter son témoignage. C'est normal, en fait, d'en avoir marre et d'être fatigué, mais c'est pas pour ça qu'on va aller au bout, quoi. Et donc, c'est vrai que par rapport à l'euthanasie, je pense qu'on a vraiment justement un rôle de témoin, de force à être pour montrer que, ben oui, on a envie de mourir. Mais si on est en vie, c'est pas pour rien, donc il faut aller au bout, quoi. Et c'est dur, hein, tous les jours, c'est choisir la vie, en fait. Mais quand j'écoute mes tripes, je sens vraiment que si on n'a pas choisi notre moment de vie, ben on choisit pas le moment de mourir, quoi.
Voilà pour ce témoignage de Claire, qui est évidemment au cœur de cette problématique. Elle dit c'est chaque jour choisir la vie quand on est atteint de ces maladies-là. Oui, c'est chaque jour se réengager pour l'autre et accompagner l'autre. Et c'est en ce sens-là que nous essayons de sensibiliser, d'interroger. D'autant plus que, vous le savez, il y a quand même quelque chose, moi, que j'aime rappeler, parce que parfois on nous demande, mais finalement, quelle légitimité avons-nous pour parler de ces questions ? On est un peu, si vous voulez, les cultes. Donc, est-ce qu'on a vraiment une crédibilité ? On l'entend parfois. Il faut quand même se rappeler que nous, par exemple, au niveau de l'Église catholique, mais ce serait vrai pour nos frères protestants, pour les orthodoxes, pour les autres cultes, nous avons près de 10 000 personnes qui sont engagées sur le terrain, qui font la visite des malades, qui sont dans les centres d'accompagnement, qui sont... Et alors, je ne parle pas nécessairement des professionnels, puisqu'il y a les médecins catholiques, évidemment, mais je parle vraiment des gens qui se donnent dans le bénévolat pour accompagner, pour être présents, les aumôneries d'hôpitaux, les aumôneries dans les EHPAD, parce que il y a aussi toute la question derrière du vieillissement. Et ça, Théo Beur, qui nous avait parlé donc depuis la Hollande, nous a dit c'est le vrai problème aussi, c'est quel regard nous avons sur le vieillissement. Et on sent bien qu'il y a une angoisse aussi qui se déroule ici. Sur la vulnérabilité. Oui. Monseigneur Jordi, vous êtes vice-président de la Conférence des évêques, on est sur CNews et Europe 1. Il y a des soignants qui témoignent, beaucoup. Je vais citer le docteur Alexis Murnau, qui a écrit un livre, qui est médecin urgentiste, qui est aux soins palliatifs à l'Institut Curie, qui dit ce qui nous bouleverse dans ce qui se profile, c'est le faire mourir par défaut d'accès aux soins de qualité. Il y a des endroits en France où il n'y a pas suffisamment d'accès à l'offre de soins palliatifs. Si la loi passe, on pourra avoir une aide à mourir active en 4 jours, quand dans certains départements, on met 4 mois à avoir une consultation antidouleur. 4 jours, mais surtout, Laurence Ferrari, 4 lois depuis 1999. 4 lois. Qu'est-ce qu'on attend ? D'ailleurs, vous savez que le Comité national d'éthique l'a dit lui-même. Avant de penser à une loi pour faire mourir, occupons-nous d'abord des lois que nous avons à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, j'étais dans le bureau de Mme Firmin Lebaudot, ministre déléguée à la Santé à l'époque, à l'automne 2022, avec Monseigneur Dornelas. Nous étions allés la voir. Elle nous avait invités à la rencontrer, très gentiment. Et nous lui avions posé cette première question. Mais une loi a été votée en 2016. Nous sommes en 2022 et il faut déjà une nouvelle loi. Et on nous disait alors, ben oui, mais voilà, il y a des besoins nouveaux. Et on a dit, mais est-ce qu'on a fait une évaluation de la loi de 2016 ? On disait, ben ça y est, on vient de nommer quelqu'un. Et c'est M. Falorni, qui, comme par hasard, est celui qui fait la promotion. Qui est le rapporteur voilà. de la on se dit là aussi, mais alors, comment fonctionne tout ça ? Quel espace de liberté on se laisse pour réfléchir ? Mais alors justement, Monseigneur, j'ai une question à ce sujet, parce que est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de pédagogie dans cette histoire ? Quand on regarde les enquêtes d'opinion, plusieurs problèmes. Globalement, les Français se disent favorables à une aide à mourir, à l'euthanasie, au suicide assisté. Ouais. Mais en fait, quand on regarde le détail, en fait, les gens, que disent-ils ? On a l'impression, quand on regarde les ventilations, ils disent qu'ils veulent mourir sans subir d'atroces souffrances. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas un biais qui est posé volontairement dans le débat, qui est, est-ce que vous voulez mourir dans des souffrances abominables, ou est-ce que vous voulez qu'on vous aide à avoir une mort un peu plus douce ? Et ma question derrière tout ça, c'est, est-ce que aussi il y a eu une prise de conscience que derrière cette loi, il y a des lobbies ? Et l'ADMD, dont M. Falorni était un des membres, donc l'association... Aide à mourir dans la dignité, c'est absolument, ça ? Et donc qui plaide pour l'euthanasie. Ils ont un projet politique, un projet de société. Ils disent tous qu'ils font tout ça avec la main qui tremble. En réalité, leur main ne tremble pas. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous êtes bien conscient qu'il y a ce sont des lobbies. Vous essayez de faire appel à l'intelligence, à l'âme, mais en face de vous, vous avez des gens qui ne sont pas du tout dans cette échelle. La réponse de Monseigneur Jordi. Bien écoutez, ce que vous dites, évidemment, tout ce que vous dites, je le sais. C'est évident. En même temps, nous essayons justement de garder et de vouloir garder pour ce débat une certaine hauteur et ne pas rentrer dans, je dirais, ce qui pourrait être de la conflictualité ou... Non, je pense que vraiment, comme vous le dites, il y a une difficulté parce que pour qu'il puisse y avoir dialogue, il faudrait que l'on puisse dialoguer et on sent bien qu'on est devant quelque chose qui s'est préparé depuis longtemps. Regardez sur la question, par exemple, des mots. On a évoqué au départ, les mots ne sont pas utilisés. Même le Conseil d'État a reproché cela avant que le texte arrive en commission spéciale en disant pourquoi on n'utilise pas les mots qui correspondent à la réalité. Et quand vous avez demandé à M. Falorni, l'autre matin, Laurence Ferrari sur Europe 1, pourquoi, il a dit parce que M. Badinter m'a dit ça fait euthanasie. Enfin, écoutez, c'est une explication un peu... Oui. 2 mois après que le projet circule, on trouve cette explication-là. Non, le fait est que nous sommes devant une situation où il y a eu du flou dans l'ensemble de la procédure et parce qu'on est finalement devant un choix civilisationnel qu'on est en train de poser. On le sent très bien.
quand le grand rabbin de France parle de rupture anthropologique, il y a une conception de l'homme qui est derrière, une conception du rapport à sa propre vie. Et comme on l'a dit, ça a commencé il y a de nombreuses années, en particulier en faisant glisser les mots. Pensez à la notion de dignité. Le Saint-Siège vient de produire un document sur la dignité. Il le fait à l'occasion de quoi? De la sortie des 75 ans, de l'anniversaire de la Charte des Nations Unies sur la dignité de 48. Cette charte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle définit la dignité comme étant une réalité objective. C'est-à-dire, elle dit, personne ne peut dire de personne, tu es digne ou indigne. Il n'y a pas de discrimination sur la dignité. Il le fait pourquoi, ce texte? Parce qu'en 47, il y a eu quoi? Il y a eu le procès de Nuremberg. Et qu'on a vu ce que c'est quand on commence à dire « toi tu es digne, toi tu n'es pas digne ». Alors évidemment, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, mais on est quand même dans une histoire où peu à peu, on est passé de ces dignités objectives qui existent tout simplement parce qu'on a la vie, à une dignité subjective, et où la personne dit, évidemment, c'est son impression, voilà, je ne me sens pas digne, oui, mais si on consent à cela, ça veut dire qu'un jour, quelqu'un pourra dire d'un autre, tu n'es pas digne. Monseigneur Jordi, Monseigneur de Moulin-Beaufort propose un référendum sur toutes ces questions éthiques. Il dit c'est le genre de texte qui mérite que toute la nation se mobilise. Et contrairement à ce que l'on entend dire, je ne crois pas que l'opinion publique soit aussi construite que l'on veut bien l'entendre. Vous êtes d'accord? Moi, je pense aussi. Je trouve surtout qu'il y a des choses qui bougent en ce moment. C'est-à-dire, je pense que les Français commencent à comprendre, parce que il y a quand même à s'intéresser à ce sujet, absolument. Monseigneur Moulin-Beaufort en a parlé ce matin sur France Info, effectivement. D'ailleurs, moi, j'aimerais vous dire, rappelons-nous qui a commencé à parler de référendum pour cette question. Qui? C'est le président de la République lui-même. En 2022. Il en a parlé 3 fois. C'est vrai. Et donc, s'il en a parlé, lui, qui est un homme qui réfléchit, il a voulu prendre son temps pour cette question, il a beaucoup consulté, il a même parlé avec le pape. Eh bien, s'il a pris ce temps-là, et si peut-être il a posé cette question, c'est qu'il sent bien le poids et l'importance de ce sujet et ce qu'il va produire. Donc, je crois que c'est très important de se dire, oui, nous pensons, nous, que, bien évidemment, on ne discute pas ça, c'est l'Assemblée qui fait la loi. Il y a des députés, il y a une démocratie représentative, mais ça n'empêche pas qu'on a besoin de débat, ça n'empêche pas qu'on a besoin de discuter, et nous avons posé la question du référendum, parce que le président lui-même a posé cette question, peut-être en se disant, bien, il y a peut-être, vu l'importance de cette loi, vous savez, les lois de bioéthique ou le mariage pour tous, ça concerne peu de gens dans la société finalement. Là, tout le monde est concerné. Tout le monde, un jour, va passer par la mort. Tout le monde accompagne un jour un ami, un proche. Donc, la loi est tellement importante, elle va avoir tellement d'effets dans la société que les gens ne mesurent pas encore. Parce que, bien évidemment, on a des sondages, vous l'avez dit tout à l'heure, 80% des Français. Sauf que des travaux documentés... Ce sont des bien importants, souvent, qui répondent. Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est des questions auxquelles on n'est pas réellement confronté. C'est ce que je veux vous dire. On sait par des travaux documentés, par une documentation médicale qui existe, que 80%, c'est les gens, effectivement, qui sont en bonne santé parce qu'on projette sa mort. Et ça, c'est absolument abominable. Mais 2% seulement, quand ils sont en situation... Réclame. Monseigneur Jordi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un regard autre à porter sur la vulnérabilité? C'est-à-dire, on est dans un monde qui met en avant la performance, qui met en avant la façon dont on pourrait programmer notre mort en fonction de notre âge, notre handicap, notre maladie. Est-ce que c'est une société de la dignité humaine, de tout cela? Mais non, parce qu'une société se reconnaît justement, et on reconnaît sa qualité, son humanité, à travers l'histoire, à travers la manière dont elle traite les plus fragiles et les plus vénérables. Ça, c'est évident. Et c'est une grande tradition, en particulier en Europe. On va voter pour l'Europe dans quelques jours. Dimanche, voilà. D'ailleurs, les Français sont appelés à voter pour l'Europe, mais vous savez bien qu'ils ne vont pas voter pour l'Europe, parce que cette idée, cet idéal est en train de se perdre. Or, justement, qu'est-ce qui faisait et qu'est-ce qui fait, en principe, la valeur de l'Europe? C'est justement qu'en Europe, on a réfléchi... c'est arrivé aussi, évidemment, dans d'autres civilisations, mais particulièrement en Europe, on a eu le souci du respect de la personne, de ce qu'était la personne, de la valeur de la personne, et on a développé une culture et une manière d'accompagner les personnes. Les hôpitaux, moi je pense à la place de l'Église aussi, dans les hôpitaux, au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Parfois on dit les soignants sont mal payés, mal rémunérés. Vous savez qu'on dit souvent que ça vient du fait qu'au XIXe et au XXe siècle, jusque dans les années 40-50, c'est les religieuses qui étaient présentes dans les hôpitaux pour donner de l'humanité. Donc je crois qu'il y a tout cet aspect-là. Il y a une dernière chose que vous avez dite qui m'a interpellée. Vous dites la question du suicide a longtemps été tabou dans nos sociétés, dans l'Église aussi. Et aujourd'hui, le taux de suicide, notamment chez les adolescents, est effarant. C'est la deuxième cause de suicide. Voilà, de mortalité chez les adolescents. Est-ce que ce type de décision pourrait avoir un impact sur lever ce tabou ?
Alors au Canada, il y a eu quelques analyses qui montrent que ça a une forme d'influence. Moi, je ne pourrais pas dire beaucoup plus, mais en tout cas, on dit parfois qu'il faudrait signer une loi comme ça en tremblant, mais je pense qu'il faudrait d'abord réfléchir un peu plus profondément à ce qu'on est en train de faire et aux effets que ça peut avoir. Dernière question, vous avez été auditionné à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vraiment été écouté de manière sincère? Est-ce que vous avez le sentiment que les personnes qui vous ont posé des questions étaient prêtes à changer d'avis et à avoir réellement la main qui tremble? Je dirais que nous avons été reçus vraiment de manière courtoise, ça c'est certain. Ensuite, le débat a montré, ou la session d'écoute de ce que nous avions à dire, a montré qu'il y avait des gens désintéressés, des gens qui nous écoutaient, et des gens qui étaient prêts à poser certaines questions. Ensuite, je dirais qu'on nous a écoutés. Est-ce qu'on nous a entendus pour aller plus loin dans un débat? Je n'ai pas l'impression. Merci en tout cas, Monseigneur Jordi, d'être venu ce soir dans notre émission sur CNews et Europe 1, vice-président de la Conférence des évêques de France et porte-parole des évêques sur la fin de vie, texte qui sera débattu jusqu'au 14 juin à l'Assemblée nationale. Merci. Merci à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant sur Europe 1, on retrouve Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre, au menu d'Europe 1 Soir. Balance, et pendant ce temps, Rachel Keke brandit des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée. Effectivement, eh bien merci. C'est Europe 1 Soir dans un instant. Et sur CNews, Christine Kelly et ses mousquetaires pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.